Toujours un plaisir de retrouver professeur Mohamed Berkour. Bonsoir. Bonsoir madame. Ce soir, eh bien, nous avons choisi d'évoquer un sujet important, un thème important, qu'est la sécurité en Méditerranée, un espace d'appartenance hautement stratégique. Professeur, où réside l'importance de cette région d'un point de vue sécuritaire? Déjà, il faut dire que cet espace méditerranéen est une mer intérieure qui est essentiellement un espace où toutes les civilisations principales de ce monde se sont développées. Donc on parle de la civilisation grecque, la civilisation romaine, byzantine, phénicienne et autres, mais aussi c'est l'espace où les religions monothéiques aussi ont vu leur naissance et leur développement. Judaïsme, christianisme et islam. Aujourd'hui, c'est pas seulement une mer où on voit beaucoup de conflictualité ou de coopération, mais aussi beaucoup d'intérêts qui résident en la protection de routes, de l'énergie et du commerce, mais aussi une volonté de certaines puissances de se projeter militairement par des présences pérennes ou par des bases militaires. Donc l'importance est à la fois stratégique et sécuritaire, mais il est aussi économique, voire même vital pour un certain nombre de pays. Alors, quels sont les principaux défis sécuritaires, professeur? Quels sont les principaux dangers aussi qui guettent encore cette région méditerranéenne? Déjà, quand on parle de projection de puissance, on parle essentiellement d'une volonté de créer les conditions d'une prise sur des atouts, notamment militaires ou stratégiques. À dire que cette projection américaine a commencé au début du XIXe siècle. Donc, oui. À rappeler nos téléspectateurs que le premier combat militaire entre l'Algérie et les États-Unis était en 1815. On a vu le navire de Res Hamidou oui. Attaqué par des navires américains. Il faut dire aussi que la 6e flotte américaine est en Méditerranée depuis 1950. Il faut dire aussi que dans la pensée stratégique russe du XIXe siècle, il y a cette volonté d'être présent en Méditerranée. Aujourd'hui, on voit la Russie avec deux bases militaires déjà établies, oui. À Tartous pour la base navale et à Hamimim pour la base aérienne en Syrie. On voit aussi sa volonté d'être présente aussi par des relais, on la voit présente en Libye. On voit par rapport à la Chine aussi cette volonté d'être présente par cette Belt and Road Initiative, cette initiative ceinture et route. Comment expliquer justement cet intérêt accordé à cette région, professeur? Parce que c'est une mer de liaison entre l'Atlantique et l'océan Indien, voire le Pacifique. Donc aujourd'hui, oui. C'est une mer de liaison, notamment après la création ou la construction du canal de Suez fin du XIXe siècle. Donc il y a cette volonté. Mais il faut dire aussi que l'énergie pour l'Europe passe essentiellement par cette zone. Oui. Le commerce pour l'Europe passe essentiellement par cette zone, mais aussi on voit dans cette mer aujourd'hui des éléments à la fois énergétiques, mais aussi sécuritaires qui commencent à émerger. On voit ces conflits en Méditerranée orientale entre un triangle Chypre, Grèce et la Turquie d'un autre côté, mais on avait aussi vu un autre triangle Turquie-Libye par le mémorandum d'entente de novembre 2019 par rapport à la délimitation des zones économiques exclusives et l'Égypte d'un autre côté. On a vu aussi une conflictualité entre l'antitétionniste et le Liban par rapport à un bloc gazier. Oui. Donc il y a déjà ces problèmes. On commence aussi à voir des débuts de friction par rapport à un certain nombre de vecteurs d'approvisionnement pour l'Europe en gaz par la Turquie. C'est essentiellement un conflit qui est latent, mais un conflit qui risque aussi de voir le jour par rapport à cette volonté d'endiguer toute émergence de la Russie, encore une fois, comme puissance énergétique. Aujourd'hui, par rapport à notre région, il y a aussi des éléments de conflit. On voit la création d'une entité sur le flanc sud-est de la Méditerranée, l'antisioniste
sur décision du Conseil de sécurité en 1947, une décision qui n'a pas lieu d'être sur le plan historico-juridique, oui. Mais c'est un fait accompli qui a pratiquement gangréné toute une région. Toute la région est aujourd'hui en situation de conflit, mais aussi d'incertitude. On a la crise en Libye, qui est une crise oui. créée aussi par le Conseil de sécurité le 17 du mois de mars 2011, et résolution 1973. Aujourd'hui, la Libye n'est plus la Libye d'avant cette date. C'est une Libye qui est fragmentée sur le plan des loyautés, des allégeances, aussi fragmentée sur le plan des visions d'une Libye à construire dans cette sous-région aussi. Il faut dire, Madame Rim, il y a aussi les conflits existants avec des dimensions historiques dans les Balkans. Il y a ces problèmes qui ne cessent de s'aggraver par rapport oui. au flux migratoire, que aujourd'hui c'est encore une fois un défi sécuritaire, non pas seulement pour la rive sud, la rive nord de la Méditerranée, qui s'est fortifiée par une approche sécuritaire contre la migration clandestine, mais aussi par rapport aux pays de la rive sud de la Méditerranée. On voit la Libye, on voit aussi de nos jours une crise sans égale en Tunisie, donc il y a des enjeux. Les autres enjeux sont liés justement aux perceptions stratégiques des acteurs essentiels de ce monde par rapport justement à cette Méditerranée. Vous parlez de crise voulue, professeur. Cela voudrait-il dire qu'il y a des intérêts stratégiques pour certaines puissances derrière donc la création, si vous voulez, de ces crises et absolument. De ces conflits? Il ne faut pas dire que la crise libyenne a été une crise fatale, ou créée par fatalité plutôt. Elle est fatale, mais qui n'est pas créée par fatalité. C'est une crise qui a été, disons, qui a été traitée selon une logique d'ingérence. À l'île de 1973 et puis son exécution, on est en face de deux schémas. Le schéma de la 1973, c'était protection des civils, responsabilité de protéger, mais l'exécution, c'était une déconstruction d'un système politique et une destruction d'un État. Donc c'est déconstruire un régime change, et puis une destruction de l'État. On est en phase pratiquement d'une décomposition avancée de l'État libyen. Donc c'est pas une décision, c'est plutôt un stratagème de déconstruction de l'État. Quand on parle de la création de l'institution, c'était aussi par rapport à ça. C'est pour ça que un certain nombre de chercheurs sur la question palestinienne parlent d'un concert greffé dans ce corps collectif arabe. Il faut dire que l'antisionisme a été créé non pas seulement pour résoudre un problème européen, mais plutôt pour ne pas permettre à cet ensemble d'émerger en tant que puissance dans un monde qui était en mutation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'acte peut-être 2 ou 3 de ce même schéma, c'est une déconstruction d'un certain nombre d'États. Oui. Avoir la Syrie et les attaques sionistes presque au quotidien, oui. Un pays qui est sous contrôle militaire d'un certain nombre d'acteurs étrangers, américains, russes et turcs, mais aussi avoir l'Irak qui est, en schématisant les divisions en 3, donc c'est un corps composé. Avoir le Yémen, c'est la même chose. Avoir la Libye, c'est la même chose. Avoir le Soudan qui est déjà divisé, c'est des schémas de déconstruction et de destruction. Il faut dire aussi que, Madame Rim, que le terrorisme, en ce qui nous concerne, c'était une stratégie de déstabilisation par le terrorisme. J'ai beaucoup travaillé par rapport au terrorisme. Oui. La doctrine est exogène, le modus operandi est exogène et les stratégies étaient oxygène. On peut dire que le terrorisme est la conséquence de toute la création de ces crises, professeur, quelque part. Mais des fois, c'est un instrument de création. Aussi. Parce que Madame Rim, des fois, on crée des foyers de tension en injectant des éléments destructeurs. Ce qui a été fait par en Algérie, on avait eu entre 800 et 1400, ce sont des chiffres américains, de combattants étrangers qui activaient en Afghanistan, qui étaient des acteurs essentiels de la crise et du terrorisme en Algérie. Il faut dire qu'aujourd'hui, en faisant une lecture comparative de la Syrie, c'était aussi la même chose. On a vu un transfert de 30 000 combattants étrangers de presque 100 pays dans ce pays. Oui. Aujourd'hui,
juste à lire déjà les différentes conclusions du sommet de l'Union africaine, on est en train de tirer la sonnette d'alarme par rapport justement à la prolifération de ces acteurs. Oui. Donc dans la région, notamment le flanc sud de la Méditerranée, il y a toujours ces risques justement de prolifération de terrorisme. Il faut dire aussi que l'Europe, qui est aujourd'hui pratiquement une citadelle sur le plan sécuritaire par rapport aux flux migratoires, a aussi vu un certain nombre des milliers de leurs citoyens qui ont participé dans des situations de terrorisme. Je parle de l'Irak et de la Syrie notamment. Cette citadelle se fortifie davantage par des systèmes de contrôle très durs, oui. Mais aussi par des mesures, disons, préemptives. Le flux migratoire aujourd'hui constitue un des enjeux, justement, de la stabilité de la région, mais aussi un des défis sécuritaires pour tous les pays. Alors, face à toutes ces menaces qui pèsent sur la région méditerranéenne et qui peuvent même se propager au-delà, on l'a compris, professeur, quel modèle pour la sécuritaire en Méditerranée Madame, même au-delà des discours, parce qu'il y a beaucoup de discours, disons, qui prennent l'espoir, qui prennent disons, ces normes humanitaires. On voit ce qu'on voit, c'est plus de pauvreté au sud et plus de concentration de la richesse au nord. On voit aussi, à lire même des statistiques, soit de la Banque mondiale par rapport au PIB, donc les PIB comparatifs, ou par rapport aux EDH, donc du PNUD, il y a toujours ce gap est en train de s'accroître. Donc, oui. La notion de prospérité partagée, esprit de Barcelone, n'est pas vraiment une réalité. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, malgré la pluralité des constructions stratégiques en Méditerranée, il y a toujours ces problèmes d'insécurité. Oui. Constructions stratégiques qui ont commencé en 1975, avec la conférence d'Helsinki, la création de l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. L'Algérie fait partie de cet ensemble en tant qu'observateur depuis 1975. La création d'un certain nombre d'autres vecteurs, dont je parlerai peut-être du dialogue militaire de l'OTAN qui a été lancé en 1994, oui. L'Algérie est devenue membre en 2000, ou les 5+5 des différents domaines, soit défense ou... On va revenir sur ce volet coopération, mais si on comprend bien, professeur, d'après ce que vous venez de dire, l'impact de ces menaces sécuritaires en Méditerranée n'est pas le même entre la rive nord et la rive sud. Absolument. Oui. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Quand on parle de ces menaces, on voit aujourd'hui les Européens qui sont en train d'agir, pas en amont, mais en aval, par rapport à des problèmes sécuritaires, par exemple, en installant des bases militaires. Mais sans pour autant adresser les véritables sources de ce flux migratoire, savoir la stabilité, savoir la coopération, la prise en charge des problèmes des jeunes. C'est créer des filtres pour éliminer toute probabilité de flux migratoires vers ces pays. Les raisons sont connues, c'est une volonté de ne pas voir émerger une opposition dite d'extrême droite, mais on voit l'extrême droite en France, en Allemagne et même en Italie. Mais d'un autre côté, on voit les solutions que préconisent les institutions internationales, notamment l'aide au développement, ne sont pas appliquées. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a plus de pauvreté au sud, notamment au sud de ces pays, disons, du flanc sud de la Méditerranée, notamment les pays du Sahel, et de plus en plus de protectionnisme au sens sécuritaire, donc contre les flux migratoires au nord. Ce qu'on voit aussi, c'est par rapport à cette émergence de la droite, l'extrême droite, c'est aussi l'émergence de discours de la haine, notamment l'islamophobie ou contre la xénophobie contre les étrangers. Donc il y a deux types d'approches. Ces approches ne convergent pas. Deux types de réalités qui ne convergent pas aussi.
En parlant de sécurité, professeur, j'aimerais évoquer avec vous le rôle de l'OTAN. On sait que l'Europe compte pour sa sécurité sur l'OTAN. Est-ce que cela pourrait représenter un modèle de sécurité Je ne le crois pas, parce que l'OTAN est une organisation qui œuvre pour la sécurité euro-atlantique, notamment les 30 pays membres de cet espace. C'est un levier d'influence entre les mains des États-Unis. On le voit très clairement dans cette crise en Ukraine, dans ce conflit en Ukraine. Oui. C'est un instrument de projection de puissance, on le voit clairement dans cette logique de l'Asie-Pacifique. Mais en Méditerranée, comme je disais, il y avait cette initiative prise par l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Willy Claes, en 1994, le dialogue méditerranéen de l'OTAN, qui visait à associer un certain nombre de pays dans des approches non pas de sécurité collective, mais plutôt de sécurité partagée, par l'application de l'article 4 du traité de Washington. Donc c'est les activités, les 23 activités en dehors de l'article 5 qui est sécurité collective, attaque contre un pays membre, veut dire attaque contre tout le bloc de l'OTAN. Dans ces 23, il y a cette volonté de construire des capacités, de faire la diplomatie publique, mais j'estime que le rôle de l'OTAN, c'est plutôt la préservation à la fois de l'hégémonie américaine, oui, mais aussi de préserver un sens euro-atlantique de la sécurité. Donc on sait qu'une concertative de la Méditerranée, elle reste essentiellement tributaire de choix nationaux, mais aussi de l'impact à la fois des ingérences étrangères, notamment européennes, dans un certain nombre de pays, le cas de la Libye, oui, aussi le cas du Soudan, les pays du Sahel, oui, et aussi tributaire de ces enjeux stratégiques entre les puissances actuelles et les puissances émergentes. Avant de parler de coopération, j'aimerais donc vous avez parlé du conflit ukrainien et on le sait depuis le déclenchement de ce conflit, le monde est en train de vivre une bascule stratégique donc majeure avec de nouveaux équilibres, on va dire géopolitiques. Selon vous, quels sont les nouveaux rapports dans cette région, les nouveaux rapports de force dans cette région méditerranéenne? Il faut dire, Madame, que l'Europe, de par sa boussole stratégique, est arrivée à une conclusion que sa sécurité dépend de la préservation de l'Alliance Atlantique. Donc, il y a une dépendance à la fois sécuritaire et stratégique par rapport à l'OTAN. Deuxièmement, c'est que dans ces rapports de force, il y a aussi une certaine prise de conscience par rapport à la fragilité des approches européennes, donc notamment la politique européenne de sécurité et de défense de 2016, et aussi par rapport à cette volonté de créer des passerelles, voire des rapports sécuritaires avec la Russie. Donc il y a une conscience par rapport à la fragilité au sein de l'Europe même. Donc l'impossibilité de construire cette maison européenne, oui, chère à Kohl, aux Allemands et aux Français, aux Anglais, oui, aux Anglais aussi, Français, aux Anglais notamment. Donc c'était Thatcher, Kohl et puis Gorbatchev. C'était cette maison européenne. Mais la Méditerranée constitue pour l'Europe une extension par excellence, à la fois de cette volonté de créer un marché. Donc c'est l'essence des accords d'association, mais aussi de créer ou de préserver une zone d'influence. Par rapport aux États-Unis, elle constitue, comme je disais, un espace, la Méditerranée, un espace important dans sa stratégie mondiale, notamment sur le plan naval. C'est pour ça que la 6e flotte est à nos portes depuis, oui, 1950. Pour la Russie, c'était le rêve des tsars, être présent militairement dans cette mer douce. Aujourd'hui, ils sont présents par deux bases militaires. Mais pour les Chinois, c'est une route. On n'a pas évoqué les Chinois. C'est une route commerciale, oui, par l'infrastructure. C'est les intérêts économiques qui priment. Et pour les États-Unis, ça reste toujours, c'est déjà écrit depuis très longtemps, comme un couloir qui va relier à la fois les Amériques, mais aussi l'Asie par cette route navale, mais aussi ces extensions géopolitiques multiples. Alors, pour garantir la sécurité de cette zone, cet espace d'appartenance méditerranéen,
Quels sont les modèles de coopération, professeur Mohamed Barkouk? Il faut dire que le premier palier, le palier le plus important dans tout schéma sécuritaire, c'est les approches nationales souveraines. Donc chaque État doit construire son... Il y a la souveraineté maritime, ce problème qui se pose. Une notion de défense et de capacité nationale. Oui. Deuxièmement, c'est arriver aussi à créer les conditions de dialogue. C'est le cas des 5+5 dans toutes ces approches. Mais aussi, comme je disais, il y a cette volonté de créer un espace de sécurité par rapport à l'Europe. Donc c'est le Conseil de l'Europe qu'il a fait en 1975, il existe toujours, l'OSCE, oui. l'Organisation de sécurité et de coopération de l'Europe, par le biais des dialogues, mais aussi par le biais d'un certain nombre d'institutions, notamment politiques. On a vu par rapport au dialogue militaire de l'OTAN, donc avec les 7 pays membres, qu'il y a des échanges, mais aussi construction de capacités, mais ça reste quand même tributaire des politiques de l'OTAN. On voit les différentes approches européennes, notamment l'Union pour la Méditerranée, qui n'a pas avancé depuis sa création. Pas du tout. Il y a de ça 15 ans en plus. On voit aussi par rapport à un certain nombre de volontés de développer des schémas de coopération type économie bleue, etc. Mais, comme je disais, l'essence même de toute stratégie, c'est de se développer et de se prémunir contre ces menaces. Aujourd'hui, notre pays est un pays central dans la sécurité de la région, oui. Notamment Europe occidentale et Maghreb, donc c'est la zone Méditerranée occidentale. On est la deuxième puissance sous-marine en Méditerranée, donc après la France. Donc oui. Il y a lieu d'être fier de ce statut. De ces acquis. Oui. On est aussi un pays qui a beaucoup aidé dans la préservation de la stabilité. Notre expertise en matière de terrorisme a beaucoup aidé dans la prévention de ce phénomène. On a beaucoup œuvré pour la stabilité par la résolution du conflit. On l'a vu au sud de nos frontières, mais on le fait toujours en Libye. Mais il faut dire, Madame Rim, que sans la résolution des conflits en complexification dans la Méditerranée, les risques d'insécurité sont de plus en plus graves et grandissants. Donc la question palestinienne est une question centrale qui doit être traitée en prenant en charge les droits du peuple palestinien à son indépendance, à construire un État viable, mais aussi arriver à faire sortir les Libyens de leur crise actuelle. C'est une crise multidimensionnelle, avec beaucoup d'ingérence et avec beaucoup d'acteurs d'insécurité. Alors, avec sa profondeur africaine, l'Algérie assume aussi son identité méditerranéenne. Professeur, cela représente un avantage, vous l'avez dit. Quelles sont les principales propositions faites pour l'Algérie pour assurer et garantir la sécurité dans cette région? Déjà, ça s'est dit de sa propre sécurité. C'est la chose la plus importante. Il faut dire on revient au principe de la souveraineté. C'est le principe de base. C'est arriver à consolider à la fois notre sécurité, mais aussi les éléments essentiels de notre défense. Toujours construire une armée capable non pas seulement de faire de la prévention, mais plutôt de faire de la préemption. Il faut construire davantage les éléments de notre puissance nationale, à la fois militaire, mais aussi sécuritaire, économique et autres. Deuxièmement, c'est arriver dans des cadres multilatéraux où nous sommes membres, notamment la Ligue arabe ou l'Union africaine, à proposer des solutions aux problèmes actuels. Donc, c'est des choses que notre pays fait avec beaucoup de brio en ce qui concerne les conflits actuels. J'estime que l'Algérie pourrait développer de nouvelles propositions par rapport à la crise libyenne. Et j'estime que c'est le seul pays qui n'a pas d'intérêt engagé dans ce pays, contrairement à d'autres acteurs à la fois de la région et d'ailleurs. Et troisièmement, il faut dire que les propositions algériennes par rapport au problème de migration ont été toujours les mêmes. C'est une stabilisation, un développement durable et une prise en charge des problèmes des jeunes. Donc c'est pour ça qu'il faut développer ces axes en amont, en associant à la fois l'Union africaine et en associant les pays de destination à la fois l'Union européenne. Donc il faut qu'il y ait une véritable
approche de solidarité qui doit être proactive et qui doit aussi prendre en charge non pas seulement les soucis de sécurité sociétale de ces pays, mais plutôt une stabilité par le développement au sein des pays africains. Aujourd'hui, il faut donner un chiffre qui peut être un peu méconnu, c'est que moins de 20% de nos frères et sœurs africains font leur voyage migratoire vers l'Europe, et le reste, pratiquement 80%, c'est au sein de cet espace africain. Donc il y a plus de charges par rapport aux pays africains qui sont généralement moins nantis que les pays européens. Et l'Algérie se doit de protéger tous ces pays. Merci. Merci, madame. Professeur Mohamed Berkour pour cette analyse. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.